Le Cameroun et le Nigeria sont plus que jamais déterminés à coopérer pour accroître les chances d'éradication de Boko Haram. Une pétition a été élaborée au Zimbabwe. Le document demande justice pour le lion Cécile abattu par un touriste américain. Meurtre d'un noir dans l'Ohio aux États-Unis. Le policier blanc plaide non coupable. Mesdames et messieurs, bonjour. Nouvelle édition de journal sur Sika. Bienvenue à toutes et à tous. Au Burundi, le principal opposant Agathon Rwasa a été élu jeudi premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il dit vouloir aider son pays à sortir de la crise. Suivez. Malgré son opposition aux récentes élections controversées qui ont reconduit Pierre Nkurunziza au pouvoir au Burundi, le principal opposant, Agathon Rwasa, a été élu premier vice-président de l'Assemblée nationale avec 108 voix sur 112, dont le soutien du CNDD-FDD, le parti présidentiel. L'Assemblée nationale doit être une assemblée qui représente le peuple. Le peuple ne doit pas être représenté par la société civile. Le peuple doit être représenté par les députés et sénateurs qu'il a lui-même élus. C'est cette population qui a pris la peine de voter pour nous. Donc nous avons le devoir de les représenter. L'ensemble des opposants, dont Agathon Rwasa, avait dit boycotter les élections législatives et communales du 29 juin et la présidentielle du 21 juillet, mais la commission électorale avait maintenu leur candidature. Agathon Rwasa avait expliqué lundi qu'il voulait jouer le jeu pour aider à sortir son pays de la crise, un choix qui crée des remous dans l'opposition. À l'image de bon nombre de pays africains francophones, le Bénin a accédé à la souveraineté internationale il y a de cela 55 ans. Ce 1er août, c'est-à-dire demain, la population va se souvenir de cette date mémorable et les préparatifs vont bon train. Pour certains acteurs politiques, les 55 années passées n'auront rien apporté de spécifique ou n'ont pas permis au pays de décoller réellement. Parmi ces politiciens, Célestine Zano, une des rares femmes aux ambitions politiques déclarées depuis 2006. Elle pense que tout est encore possible. Pour y parvenir, les solutions sont multiples. Nous vous proposons de suivre ses propos à la veille de cette fête d'indépendance au Bénin. J'ai été à la présidence et au cœur du pouvoir, directeur de cabinet du chef de l'État, directeur de cabinet du président Mathieu Kérékou. Et donc, j'assume cette présence que j'ai eue au cœur du pouvoir. Mais aujourd'hui, je fais le bilan et je trouve que depuis 60 à ce jour, je crois que la situation n'est pas rose, la situation n'est pas reluisante. Et pourquoi elle n'est pas reluisante? J'ai réfléchi à cela. Mes années passées dans l'opposition m'ont permis encore d'étoffer ma réflexion sur certaines problématiques, dont celle de la corruption. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, face à l'échec de toutes les réformes qui ont été faites, face à l'échec de toutes les structures mises en place pour lutter contre la corruption, j'ai proposé 5 grandes réformes qui partent du mécanisme de gestion de la précarité à un mécanisme constitutionnel qui est la suppression de la Haute Cour de justice. Je ne suis pas en retrait. Je pense que quand vous êtes dans l'opposition et que vous faites des propositions en face de vous, les gens peuvent appliquer ce que vous proposez. C'est de cette manière que moi je fonctionne. Maintenant, s'ils n'ont pas été capables d'appliquer mes propositions, je me battrai pour être là et les appliquer. Donc je ne suis pas du tout en marge. Je suis dans l'appareil d'État. Je suis au sein de l'appareil parce que l'État, c'est vous, c'est moi, c'est ceux qui sont au pouvoir, c'est tout le monde et chacun joue sa partition. Ils ne sont pas pour moi des proies politiques, en tout cas moi en ce qui concerne Célestine Zanou et à la dynamique du changement pour un Bénin debout, ils sont des partenaires, ils sont des acteurs à part entière. C'est pour ça que je suis contre certains schémas qui tendent à minimiser et à discriminer certaines catégories socio-professionnelles.
Restons au Bénin pour parler du pas qui a été franchi jeudi dans le cadre de la protection des droits et du bien-être des enfants. Le directeur de cabinet du garde des Sceaux et la représentante de l'UNICEF au Bénin ont procédé à l'inauguration des locaux réalisés dans le cadre de la mise en place des tribunaux pour enfants. Joannès Toano et Floris Dossa pour le point. De l'avis des acteurs, les tribunaux amis des enfants constituent un événement heureux tant la situation que vivent les enfants face à la justice est critique, particulièrement ceux qui sont victimes ou témoins d'abus, de violences et d'exploitation. En effet, de multiples formes d'abus sont quotidiennement perpétrées, et cela en toute impunité. La traite des enfants, le travail des enfants, les mariages forcés, les violences sexuelles, les enlèvements, les séquestrations, les mutilations génitales féminines et même l'infanticide. Ceci est vraiment insupportable. Quelques actions phares ont néanmoins été menées en matière de justice juvénile au Bénin. La nomination de juges pour enfants et d'assistants sociaux dans la plupart des juridictions du pays, l'adoption du Code de l'enfant ainsi que la mise en place dans les tribunaux d'un projet d'assistance juridique aux enfants, entre autres. Dans ce processus, des infrastructures spécifiques adaptées et sensibles aux enfants ont été installées et réceptionné courant avril 2015. Ce jour consacre la mise en service de ces joyaux, toute chose qui renforce davantage la prise en charge des enfants face à la justice. Divisés en deux sections, une pour les enfants en conflit avec la loi, l'autre pour les enfants victimes ou témoins, le coût des locaux s'élève à environ 22 millions de francs CFA. Les présidents nigériens et camerounais ont décidé de renforcer la coopération entre les deux pays. Le but ultime, combattre les insurgés islamistes de Boko Haram. Un engagement qui ressort d'une visite de Mohamedou Bouhari à Yaoundé au Cameroun. Le président Biya et son homologue nigérian ont exprimé leur détermination commune à éradiquer Boko Haram. Dans cette option, ils ont convenu, entre autres, d'intensifier l'échange de renseignements entre les services de sécurité des deux pays. Les deux chefs d'État ont relevé avec satisfaction l'affaiblissement en cours des capacités opérationnelles de Boko Haram, une réalité face à la coalition militaire régionale mise sur pied début 2015 et à laquelle participent le Nigeria, le Tchad, le Cameroun et le Niger. Il se trouve aujourd'hui que Bouhari, comme le président Biya, ont un ennemi commun qui a mis pratiquement en coupe réglée une partie de leur territoire. La plus grande décision, c'est quoi? C'est que les gouverneurs qui sont sur la ligne de front puissent se retrouver de temps en temps pour s'échanger de renseignements, pour pouvoir faire en sorte que la circulation des hommes et des biens soit un peu plus fluide, soit un peu plus sécurisée. So we need to share information. So we discuss it and we exchange both our emails, our phone numbers and our contacts. And I'm sure starting immediately, this should really improve because that was the essence of the meeting. We don't just meet just for meeting's sake. We meet so that we can execute. La visite du chef d'État nigérian avait été placée sous haute sécurité alors que le nord du Cameroun a été frappé par 5 attentats suicides meurtriers sans précédent en 2 semaines. Au Niger, les autorités de Difa ont interdit aux femmes le port du voile intégral, une mesure dont le but est de prévenir les attentats kamikazes des islamistes de Boko Haram. Alors que Boko Haram a étendu ses tentacules dans les pays voisins au Nigeria, de plus en plus de femmes et de jeunes filles portent le voile intégral à Difa au Niger. L'annonce des autorités de Difa, une région frappée par une série de raids meurtriers de Boko Haram ces derniers mois, fait suite à une vague d'attentats suicides perpétrés récemment au Tchad et au Cameroun. Les islamistes ont attaqué le 12 juillet la prison de Difa, tuant un gardien. Le 18 juillet, des éléments de Boko Haram ont mitraillé les habitants d'un village qui priait, tuant 16 personnes. L'annonce de l'interdiction du voile intégral a été bien accueillie par les habitants du sud-est du Niger. Si vraiment ça doit contribuer à la sécurité, je ne suis pas contre qu'on interdise, du moment où ce n'est pas intégral.
on peut porter le foulard, on peut... De toute façon, le port en fait, c'est pas obligatoire, c'est pas religieux, c'est culturel. Si vraiment ça peut apporter un plus dans la sécurisation de la population, dans la région de Difa, notamment sur le territoire nigérien, je salue vraiment cet acte. Mais quand même, il ne faut pas qu'on abuse, parce que l'islam a déjà préconisé que la femme doit porter un voile. Si c'est pour des raisons sécuritaires, je ne suis vraiment pas contre. Il faut protéger la population et pour cela, il faut utiliser tous les moyens possibles. Malheureusement, c'est à travers elle que ces mouvements bandits-là profitent pour semer des crimes odieux envers nos populations. Le Niger est engagé depuis le début de l'année aux côtés des armées du Nigeria, du Tchad et du Cameroun dans une opération militaire régionale lancée contre Boko Haram. Le Nigeria vient de nommer le général Iliya Abba comme chef de la force militaire régionale chargée de combattre les insurgés islamistes de Boko Haram. Le général Abba était précédemment chargé des opérations dans le delta du Niger, une région pétrolifère stratégique dans le sud du Nigeria. La force d'intervention conjointe multinationale doit compter 8700 hommes au total et dispose de son siège à N'Djamena au Tchad. La justice zimbabwéenne a inculpé mercredi un organisateur de safari de grande chasse, suite après la Cécile, qui a suscité une vague d'indignation dans le monde. À cette audience manquait à l'appel le chasseur, un riche dentiste américain, mis en examen pour ne pas avoir empêché une chasse illégale. Theo Bronkhorst a été libéré contre une caution de $1000 par la juge Lidwin Mafosa dans l'attente de son procès le 5 août prochain. L'autre accusé, son compatriote Honest Ndolvu, propriétaire de la ferme où la dépouille de l'animal a été retrouvée, comparaîtra donc jeudi devant le même tribunal pour avoir autorisé une chasse illégale sur ces terres. Nous nous envolons à présent pour les États-Unis. Aux États-Unis, donc, l'affaire sur le meurtre d'un noir abattu par un policier blanc dans l'Ohio le 19 juillet dernier se poursuit. Le policier inculpé a comparu pour la première fois jeudi devant un tribunal et pour sa défense, l'homme a plaidé non coupable. Menotté et vêtu d'une tenue de prisonnier, l'homme comparaît pour la première fois depuis le drame. Devant le juge, l'accusé plaide non coupable. Chose paradoxale quand on sait qu'une vidéo de la scène le montre en train d'abattre la victime sans motif valable. Les images montrent le policier s'approcher d'un véhicule et réclamant au conducteur ses papiers. L'homme au volant proteste, demandant le motif de son interpellation. Très vite, la tension monte. En une fraction de seconde, la voiture démarre en trombe, s'ensuit un coup de feu, puis des images du véhicule, finissant sa course sur le bas-côté. Cette audience intervient dans un contexte de tension raciale aux États-Unis, ravivée depuis un an par plusieurs bavures policières, au cours desquelles des policiers blancs ont abattu des hommes noirs non armés. Mercredi soir, des manifestants arborant des pancartes avec le slogan « La vie des Noirs compte » avaient manifesté dans le calme. À l'issue du procès, le juge a fixé à $1 million le montant de la caution pour une éventuelle libération du policier.